Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parcourir la respiration aérobie et anaérobie. Alors, avant qu'on commence, je vais essayer d'expliquer quelques termes qu'on va utiliser pendant cette présentation. Alors, on va commencer avec l'ATP. Alors, l'ATP est un composé organique avec trois phosphates qui fournit l'énergie pour aider à produire de nombreux processus dans les cellules vivantes. Alors, l'ATP, la différence entre l'ATP et l'ADP, c'est parce que l'ATP a trois groupements de phosphate et l'ADP a deux. Alors, on produit l'énergie quand l'ATP relâche un groupement de phosphate et ensuite cet ATP devient l'ADP. Et on produit de l'énergie, alors de ADP, quand on joint un molécule de phosphate à notre ADP. Alors, un autre terme que je crois que c'est important à comprendre, c'est le NADH. Alors, le NADH, c'est un peu comme un taxi d'hydrogène. Alors, la majorité du temps, c'est utilisé pour ajouter ou prendre un hydrogène dans un composé. Alors, le NADH, c'est quand cette molécule a un hydrogène d'extra, et le NAD, c'est quand on a perdu un molécule ou plus d'hydrogène. Voici un schéma qui demande toutes les étapes de respiration aérobie. Alors, on commence avec la glycolyse qui va former du pyruvate et ensuite on va oxyder cette pyruvate pour former de l'acétyl-coenzyme A qui va être utilisé dans le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs va ensuite produire une majorité de NADH et du FADH2 et un peu d'ATP. Mais enfin, la phosphorylation oxydative va former la majorité de notre ADP. Comme mentionné auparavant, voici la première étape du respiration anaérobie, la glycolyse. Alors la glycolyse est une voie métabolique qui a comme rôle de dégrader le glucose en deux pyruvates. Ça se passe en une monosaccharide qui est la glucose qui va pénétrer la membrane cellulaire par le cytoplasme où le glucose va prendre lieu. Alors le glucose a comme rôle de servir de base pour produire l'énergie besoin pour la survie de la cellule. La première étape du glycolyse est un transfert de groupement de phosphate de l'ATP au glucose. Alors l'ATP qui a donné ce groupement de phosphate se transforme en ADP+ et hydrogène+. Alors le sixième carbone du glucose gagne un phosphate, ce qui rend le glucose moins stable et augmente sa réactivité. Ce nouveau molécule s'appelle le glucose 6-phosphate parce qu'il y a un groupement de phosphate sur son sixième carbone. Comme vous savez, les isomères sont des composés avec les mêmes formules chimiques, mais des structures tridimensionnelles différentes. Alors le glucose 6-phosphate change son forme tridimensionnelle en celle du fructose. Alors le glucose 6-phosphate devient le fructose 6-phosphate parce que ça a changé son forme tridimensionnelle. Ils ont le même formule chimique, alors le même nombre de carbone, le même nombre d'hydrogène, le même nombre d'oxygène, mais c'est sa structure qui a changé. Alors, notre troisième étape est similaire à la première parce que un transfert de groupement de phosphate de l'ATP au glucose est fait encore. Alors, l'ATP se transforme en ADP+ et H+, et le fructose devient le fructose 6-phosphate à la fructose 1-phosphate parce qu'on a ajouté un groupement de phosphate à la de la première carbone. Le fructose 1,6-phosphate est ensuite catalysé avec un enzyme qui s'appelle l'atolase et décomposé en deux isomères différents, le DHAP et le G3P. Un fait important à retenir, c'est que seulement le G3P continue avec la glycolyse pour former le pyruvate. Et ensuite, rappelez-vous que le DHAP et le G3P sont des isomères, comme le glucose et le fructose. Et c'est extrêmement facile de transformer l'un à l'autre, alors changer leur forme tridimensionnelle. Le fructose. Maintenant, un enzyme qui s'appelle l'isomérase a continuellement catalysé la conversion réversible de l'isomère DHAP en G3P, car comme mentionné auparavant, seulement le G3P serait utilisé pour former la pyruvate. Maintenant, au sixième étape, un catalyseur oxyde le sucre, qui a un transfert d'électrons. Le NAD+ devient NADH avec du H+.
Cette réaction libère l'énergie, qui permet l'attachement d'un autre groupe de phosphate à notre composé de glycéaldéhyde. Maintenant, on a le composé 1,3-biphosphoglycérate qui est fort en énergie potentielle et on a du NADH+. Enfin, à l'étape 7, on va former de l'ATP. Rappelez-vous que le 1,3-bisphoglycérate a beaucoup d'énergie potentielle. Alors, on utilise cette énergie potentielle pour qu'il perd un groupement de phosphate à sa première carbone et que le ADP et l'hydrogène plus réagissent avec cela pour former enfin l'ATP. L'étape 8 est assez simple. Un enzyme transfère le groupement de phosphate du carbone 3 au carbone 2. Alors le 3-phosphoglycérate devient le 2-phosphoglycérate parce qu'on a changé le déplacement du carbone. Le 2-phosphoglycérate est ensuite déshydraté avec un enzyme qui s'appelle l'énolase pour former la phosphoonopyruvate qui s'appelle aussi PEP. Le 2 Dans l'étape finale du glycolyse, alors l'étape 10, on régénère de l'ATP en libérant le groupement de phosphate, ce qui transforme le PEP en pyruvate, besoin pour qu'on continue avec la respiration aérobie. Maintenant qu'on a fini avec la glycolyse, on part à l'oxydation du pyruvate. L'oxydation du pyruvate est une réaction de transition, ce qui lie le glycolyse et le cycle de Krebs. La pyruvate n'est pas le composé qui passe dans le cycle de Krebs, cela est un composé qui s'appelle l'acétylcoenzyme A. La pyruvate diffuse dans les membranes externes et intermembranaires du mitochondrie, à l'aide d'une protéine de transport et de gradient de concentration. Rappelez-vous que le glycolyse avait produit 2 pyruvates, mais pour la simplicité, on va seulement suivre la trajectoire de 1. La pyruvate diffuse dans les membranes. Ensuite, le pyruvate subit une décarbonation, donc on libère un molécule de CO2, ce qui diffuse avec la diffusion simple pour partir du cellule en entière. Ce qui nous laisse avec une molécule de 2 carbones qui se nomme l'acétate. Après cela, un enzyme va transférer du NAD+, des électrons et des protons provenant des hydrogènes de l'acétate pour former du NADH et du H+. Ensuite, Enfin, le coenzyme que vous pouvez voir est violet s'attache au acétate pour produire du acétylcoenzyme A. Et maintenant, avec nos 2 acétylcoenzymes A, on est prêt à parcourir le cycle de Krebs. Alors rappelez-vous que le cycle de Krebs se passe aussi dans la matrice de la mitochondrie. Maintenant, dans la première étape du cycle de Krebs, l'acétylcoenzyme A, qui a 2 carbones, va réagir avec l'oxaloacétate, qui a 4 carbones. Ces deux molécules vont subir une réaction de synthèse qui produit le citrate avec ses 6 carbones. Dans la deuxième étape du cycle de Krebs, le citrate est déshydraté. Alors vous pouvez voir le paire d'hydrogène où j'ai mis des cercles et ensuite il est rapidement hydraté pour que l'hydrogène change son placement. Dans la troisième étape, il y a une oxydation avec l'enzyme NAD+, où le NAD+, prend les protons ou comme vous pouvez voir les hydrogènes pour former du NADH+, et l'oxasuccinate. Maintenant, l'oxasuccinate subit une décarbonisation, alors il perd son CO2, qui produit du acétoglutarate. L'étape 4 est comme une répétition de l'étape 3, alors on a une autre oxydation avec l'enzyme NAD+, pour former les NADH et H+. Après cela, il subit une autre décarbonisation qui laisse 4 carbones dans notre composé. L'étape 4. Après cela, notre nouvelle molécule subit une condensation avec un coenzyme que vous pouvez voir en violet qui s'appelle le coenzyme A, ce qui nous donne une lésion avec une haute potentiel de transport qu'on va utiliser dans la prochaine étape. Cette lésion s'appelle la liaison thioester.
Un groupement de phosphate remplace le CoA, alors le coenzyme en violet, et ensuite ce groupement de phosphate se lie à un GDP. Alors un GDP est similaire à un ATP, c'est une molécule qui manque un groupement de phosphate quand le GTP a trois groupements de phosphate au lieu de deux du GDP. Alors on va ajouter ce groupement de phosphate pour former du GDP et du succinate. Alors maintenant, on utilise le GTP formé pour former du ATP. Alors le groupement du phosphate est ensuite transféré à notre ADP qui va former du ATP. Alors le GTP et le GDP étaient seulement utilisés pour former l'ATP. Dans la sixième étape, le succinate est oxydé en fumérate. Alors cette oxydation est faite avec le FD+, qui devient le Fa2. Alors vous pouvez voir en violet où les hydrogènes sont partis. Dans l'étape 7, la fumérate subit une hydratation, alors on reçoit de l'eau dans sa double liaison entre le deuxième et le troisième carbone, et il se transforme en malate. J'ai mis en bleu pour que vous pouvez voir où on a ajouté les hydrogènes et les oxygènes. Enfin, on est à l'étape 8 du cycle de Krebs. Le malate est oxydé et le NADH+ est réduit en NADH et H+. Et le groupement alcool que vous pouvez voir en violet, le OH du malate, est devenu un groupement de cétone. Alors le C, un carbone avec un double liaison d'oxygène dans le oxaloacétate. Et le oxaloacétate est le dernier produit du cycle de Krebs. Alors, un petit rappel, mais juste parce qu'on avait parcouru le cycle de Krebs avec un seul acétylcoenzyme, ça ne veut pas dire que seulement un acétylcoenzyme est transformé en un alzoloacétate. Mais rappelez-vous qu'au début, quand on est parti à l'oxydation du pyruvate, il y avait deux pyruvates, mais on a seulement suivi la démarche de un. Alors, voici un tableau qui documente le rendement du cycle de Krebs. Et maintenant, il faut le multiplier par 2, parce qu'en réalité, il avait deux acétylcoenzymes qui est devenu 2 oxaloacétate. Alors, il faut qu'on multiplie tous ces rendements fois 2. Enfin, on est arrivé à la dernière étape de la respiration aérobie. Cette étape s'appelle la phosphorylation-oxydation. Alors, vous pouvez noter que très peu de molécules d'ATP étaient produites pendant la glycolyse et le cycle de Krebs, n'est-ce pas? Plusieurs molécules de NADH étaient produites, mais ATP, je crois qu'on était seulement comme 4. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est la phosphorylation-oxydation qui va prendre ces NADH et FADH pour produire de l'ATP. Et je vais vous expliquer comment. La phosphorylation oxydative se produit à l'intérieur d'un crête de la membrane interne du mitochondrie. Son rôle est de synthétiser l'ATP. Fixé sur la membrane intermembranaire se trouve une multitude de structures qui s'appellent système transporteur d'électrons. Ce système a 4 protéines fixées sur la membrane interne. Le rôle de ce système est de capter l'énergie des électrons à fur et à mesure qu'ils le passent. Le NADH avec ses deux électrons part dans la protéine verte et laisse passer deux hydrogènes dans la membrane intermembranaire de la mitochondrie. Ensuite, les électrons passent dans la protéine rose et ensuite dans la protéine Q. La protéine Q apprend deux hydrogènes qui ensuite, quand ils traversent la membrane pour partir à l'autre extrémité, ils vont relâcher ces deux hydrogènes. C'est ensuite les électrons partiront du protéine Q aux protéines bleues et ensuite ils laisseront entrer deux autres hydrogènes qui vont entrer dans la membrane intermembranaire du mitochondrie. Ensuite, un atome d'hydrogène s'attache aux protéines bleues pour récupérer les deux électrons. La phosphorylation oxydative se produit à l'intérieur d'un crête de la membrane interne du mitochondrie. Son rôle est de synthétiser l'ATP. Fixé sur la membrane intermembranaire se trouve une multitude de structures qui s'appellent système transporteur d'électrons. Ce système a 4 protéines fixées sur la membrane interne. Le rôle de ce système
et de capter l'énergie des électrons à fur et à mesure qu'ils le passent. Le NADH, avec ses deux électrons, part dans la protéine vert et laisse passer deux hydrogènes dans la membrane intermembranaire de la mitochondrie. Ensuite, les électrons passent dans la protéine rose et ensuite dans la protéine Q. La protéine Q apprend deux hydrogènes qui ensuite, quand ils traversent la membrane pour partir à l'autre extrémité, ils vont relâcher ces deux hydrogènes. C'est ensuite les électrons partiront de la protéine Q aux protéines bleues et ensuite ils laisseront entrer deux autres hydrogènes qui vont entrer dans la membrane intermembranaire du mitochondrie. Ensuite, un atome d'hydrogène s'attache aux protéines bleues pour récupérer les deux électrons. Le FADH2 suit un processus extrêmement similaire à celui du NADH. Il donne ces deux électrons à la protéine Q qui ensuite accepte deux hydrogènes. Ensuite, il part à l'autre extrémité du membrane intermembranaire du mitochondrie et relâche ces deux hydrogènes. Les électrons de protéine Q sont transférés aux protéines bleues et ensuite ces protéines bleues laissent entrer deux autres hydrogènes. Enfin, le FADH2 suit un processus extrêmement similaire à celui du NADH. Il donne ces deux électrons à la protéine Q qui ensuite accepte deux hydrogènes. Ensuite, il part à l'autre extrémité du membrane intermembranaire du mitochondrie et relâche ces deux hydrogènes. Les électrons de protéine Q sont transférés aux protéines bleues et ensuite ces protéines bleues laissent entrer deux autres hydrogènes. Enfin, les électrons à partir du protéine bleue à l'oxygène et l'oxygène va accepter deux hydrogènes qui vont former de l'eau. À partir du protéine. Avec un grand nombre d'ions d'hydrogène dans la membrane intermembranaire du mitochondrie, on a créé deux gradients. Un gradient de ions d'hydrogène est dans l'intermembrane et sur l'autre côté, on a créé un gradient de charge électrostatique. Alors, on va utiliser cette énergie électrostatique pour que chaque deux ions d'hydrogène passent par l'ATP synthèse qui est en rouge, un ATP et un groupement de phosphate vont se synthétiser pour former l'ATP. Alors on va continuer cela avec chaque ion d'hydrogène, chaque paire d'ions d'hydrogène pour produire 5 ATP. Bleu à l'oxygène et l'oxygène va accepter deux hydrogènes qui vont former de l'eau. Alors, avec la phosphorylation oxydative, on a pu produire 3 ATP pour chaque NADH, 2 ATP pour chaque FADH, et enfin, on a produit 34 ATP avec la phosphorylation oxydative seule, parce que c'était 30 ATP fois les 10 NADH qu'on avait, et les 2 ATP fois les 2 FADH qu'on avait. Alors maintenant, on a 34 ATP, plus les 2 ATP de la glycolyse, et plus 2 autres ATP du cycle de Krebs. Alors en total, on a produit 38 ATP. Alors voici un tableau qui se trouve dans votre livre de biologie de 12e. Alors je voulais vous montrer encore pour que vous voyez comme tout le rendement d'ATP et le pouvoir réducteur qu'on a formé, qui était produit dans chaque processus, dans chaque étape de la respiration aérobie. Alors voilà, et vous pouvez voir qu'on a produit 38 ATP en total. Alors, en absence de dioxygène, les cellules sont incapables de réaliser la respiration cellulaire aérobie. Alors, pour produire de l'ATP, il utilise un processus qui s'appelle la fermentation. Il y a deux types de fermentation. La fermentation lactique, qui est un type de fermentation utilisé par les muscles cellulaires quand ils sont éprouvés d'oxygène, quand ils n'ont pas assez d'oxygène pour continuer à faire leur travail, qui est d'être des muscles. Et ensuite, il y a la fermentation alcoolique, qui est utilisée par plusieurs types de bactéries, et aussi la levure pour produire l'éthanol. Alors, les fermentations lactiques et alcooliques vont prendre la pyruvate et vont
partir par la fermentation pour produire la lactate ou l'éthanol pour produire de l'ATP. Maintenant, on a parlé à beaucoup. Alors, si la cellule animale n'a pas d'oxygène ou végétale, parce que les cellules végétales font cela aussi, ils vont parcourir la fermentation. Alors, ils vont partir sur la fermentation lactique, comme mentionné avant, ou alcoolique. Alors, ce qui se passe dans la fermentation lactique, c'est que le pyruvate généré par la glycolyse réagit avec du NADH et le réoxyde en NADH+. Alors, ensuite, alors, je n'ai pas montré cela parce que c'est une étape assez simple, c'est juste par un H. Alors, le pyruvate devient le lactate. Et ensuite, à produire. Alors, ensuite, on va voir une autre type de fermentation qui est la fermentation alcoolique. Alors, deux pyruvates vont être décarbonisés qui va former deux acétaldéhydes. Et ensuite, ces deux acétaldéhydes vont oxyder le NADH en NAD normal qui va produire de éthanol. Alors la raison pourquoi je vais montrer ces étapes en plus en détail comme j'ai montré les autres, c'est parce que c'est assez simple. Il juste perd du CO2 et il gagne de H. Respiration